Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. L'heure du verdict pour la réforme des institutions. Édouard Philippe doit s'exprimer lors d'une conférence de presse sur le contenu de la révision constitutionnelle, alors que la droite durcit sa position vis-à-vis de l'exécutif, notamment sur la question de la proportionnelle. Analyse et réaction dans cette édition spéciale. Deuxième jour de grève à la SNCF, les cheminots restent mobilisés, le trafic très perturbé pour les voyageurs. L'exécutif promet pourtant de mener la réforme ferroviaire jusqu'au bout avec calme et détermination, selon les mots de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Vous l'entendrez dans un instant. La loi logement en Conseil des ministres, objectif relancer la construction par la simplification des normes et réformer en profondeur le secteur HLM en favorisant le regroupement d'organismes et la vente en masse de logements. Un texte loin de satisfaire les professionnels du secteur. Le détail est à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tran Nui à Matignon. Nous sommes également en direct de la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, l'exécutif va dévoiler la réforme des institutions. Le chantier avait été annoncé en juillet dernier devant le Parlement réuni en congrès à Versailles. Depuis, les présidents des deux assemblées ont fait leurs propositions. Le Sénat fixant des lignes rouges à ne pas franchir. Marie Brémaud. Les parlementaires devraient enfin savoir à quelle sauce ils vont être mangés, puisqu'Édouard Philippe s'apprête à dévoiler les grandes lignes de la réforme institutionnelle. Avec depuis plusieurs mois des mesures qui suscitent la controverse. L'exécutif va ainsi proposer une dose de proportionnelle aux élections législatives. Et selon l'AFP, cela concernerait 15% des députés et cela s'appliquerait dès 2022. Autre mesure à annoncer, la réduction de 30% du nombre de parlementaires. Depuis le début des négociations, Gérard Larcher n'a eu de cesse de réaffirmer qu'il fallait conserver une bonne représentation de tous les territoires. Ce principe d'un député et d'un sénateur par département ou collectivité à statut spécifique, c'est vraiment un point de rencontre de tout le monde au Sénat, de tout le monde. Autre point à préciser pour Édouard Philippe, l'instauration d'un non-cumul dans le temps à 3 mandats successifs identiques. Si les maires des communes de moins de 3500 habitants sont d'ores et déjà exclus de la mesure, les sénateurs, eux, cherchent à relever le seuil à 5000 voire 9000 habitants. Enfin, l'encadrement du droit d'amendement fait l'unanimité contre lui, toutes tendances politiques confondues. Les députés et sénateurs estimant que cela constitue un affaiblissement du Parlement. Le Premier ministre, dans un souci d'apaisement et pour obtenir la majorité nécessaire des 3/5, pourrait y renoncer. Et on va tout de suite retrouver Tam Tran Nui devant l'hôtel de Matignon. Je le disais, Tam, Édouard Philippe doit s'exprimer. Et visiblement, Matignon a tranché sur la question de la proportionnelle. Elle serait fixée à 15% pour l'élection des députés. Et effectivement, c'est ce qu'a annoncé l'agence France Presse, 15% de doses de proportionnelle. C'est un taux qui ne va guère satisfaire à droite. Tout d'abord, Gérard Larcher n'a cessé de le répéter. Depuis plusieurs semaines, lui était favorable à un taux maximal de 10% en matière de doses de proportionnelle. On disait que cependant, il avait assoupli sa position la semaine dernière lors des derniers pourparlers avec l'Élysée et s'était rallié aux 15%, ce qui n'est pas le cas en revanche de Christian Jacob, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui a encore redit clairement son opposition à toute dose de proportionnelle aujourd'hui. Pour lui, la proportionnelle, c'est impossible. Non, c'est non. Il veut d'ailleurs profiter de la vague sociale que l'on sent se soulever pour ouvrir lui-même un front politique, institutionnel. Enfin, ce taux, il ne va pas satisfaire les alliés des premiers jours, les centristes notamment, qui eux fixaient une barre minimum à 20% de dose de proportionnelle. Enfin, sachez que cette dose, ce pourcentage en tant que tel, ne signifie pas grand-chose, puisqu'il faudra encore s'intéresser à la méthode de calcul pour voir combien cela représente exactement de nombre de députés en valeur absolue. Et en la matière, cela peut aller du simple au double. En revanche, Tam, en ce qui concerne la réduction du nombre de parlementaires, le gouvernement est resté ferme sur ses positions. Ce sera bien une réduction de 30%.
Et oui, 30%. Et on sait que cela crée un désaccord avec le Sénat. La semaine dernière, dans un tweet vendredi, Gérard Larcher avait dit qu'il n'y avait pas d'accord sur ce point. Ce matin, eh bien, Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, a renchéri. Il a avancé, lui, la fourchette d'une réduction de 20 à 25% du nombre de parlementaires au maximum. Mais effectivement, finalement, le scénario de travail à 30% a donc été bien maintenu. Donc cela représenterait pour le Sénat 244 sénateurs. Selon nos calculs, avec 244 sénateurs, il n'est pas du tout impossible de conserver un sénateur par département sans que cela cause des problèmes majeurs de proportion. Les écarts maximum de représentation entre territoires ne peuvent excéder 20% par rapport à la moyenne de l'ensemble. Cela selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Et donc, eh bien, cela serait possible de conserver un sénateur par département, et peut-être même que l'effet, si l'on fait cela, c'est que cela pourrait même favoriser un certain nombre de départements ruraux par rapport aux départements urbains, alors que c'était bien là la crainte des sénateurs. Merci à vous, Tam, et on vous retrouvera tout au long de cette édition. Et on va retrouver Saveria Rojek à présent en direct de la salle des conférences du Sénat avec votre première invité, Saveria, le sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet. Bonjour Éric Bocquet. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. On n'a pas encore entendu bien sûr le Premier ministre, mais néanmoins ce que l'on sait, c'est que les annonces devraient être, donc on vient de le dire, une baisse de 30% du nombre de parlementaires, une dose de 15% de proportionnel pour les législatives à compter de 2022. Votre réaction ? Je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour la République, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Je ne pense pas que notre pays souffre de trop de parlementarisme, notre pays souffre de beaucoup de présidentialisme qui risque de s'aggraver. D'ailleurs, je trouve assez curieux qu'il n'y ait aucune disposition, aucune proposition sur le pouvoir du président dans cette République. C'est quand même la clé de voûte du système. Et on va encore aggraver les défauts de cette 5e République qui est arrivée un peu au bout de sa vie. Je pense qu'il est temps de changer de constitution à un moment donné. C'est ça la question de fond. Moins de parlementaires, c'est moins de démocratie. Donc vous partagez complètement l'opinion, la position de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui est très opposé à cette réforme. Et de beaucoup d'autres. Je veux dire, de tous les bancs, les réactions viennent avec cette analyse-là en tête, effectivement. La représentation des territoires, réduire le nombre de parlementaires, encore une fois, c'est pas ça l'objet, c'est pas ça le sujet. Il faut redonner du pouvoir au Parlement. Et quand on vous répond monde nouveau, modernité, ah bon ? efficacité du travail parlementaire. Vous trouvez que c'est démocratique, vous ? Je trouve pas ça moderne du tout, c'est un recul de la démocratie, ça n'est en aucun cas le signe de la modernité. Reconcentration des pouvoirs au sommet de l'État, ça a des raisons de m'inquiéter, et ça inquiète beaucoup de gens d'ailleurs, de toute sensibilité. Alors en revanche, le gouvernement devrait lâcher du lest sur cette mesure qui était très controversée également, le contingentement du droit d'amendement. Là, vous êtes soulagé qu'on ne réduise pas ce droit d'amendement ? Oui, bien sûr, c'était pas non plus une très bonne nouvelle que de vouloir réduire encore le pouvoir des parlementaires d'amender dans la fabrique de la loi. C'est une disposition, un droit des parlementaires qu'il faut absolument préserver, qu'il faudra encore une fois même renforcer, parce que l'amendement, c'est la liberté de chacun, c'est l'expression de tous les groupes dans cette Assemblée, et le pluralisme est aussi une donnée importante dans cette République. Éric Bocquet, sur la proportionnelle précisément, quelle est votre position ? La droite dit que la proportionnelle mettrait fin bien sûr au fait majoritaire, déstabiliserait les institutions, l'équilibre gaulien des institutions. Vous partagez cette position ? Non, je ne partage pas cette analyse. Nous, notre position de fond, c'est d'être favorable à la proportionnelle à toutes les élections, la parité à toutes les élections. À quelle hauteur ? Intégrale, que toutes les sensibilités puissent être représentées dans toutes les assemblées de ce pays. Et après, on construit des majorités de projets autour d'un projet commun. Très bien, merci beaucoup. Merci Éric Bocquet pour votre réaction. Merci beaucoup. Merci à vous, Saveria, et on continue les réactions, cette fois avec vous, Ludovic Faux, en direct de la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale. À vos côtés, Lionel Cos, député La République En Marche des Landes. Oui, Lionel Cos, notre invité précédent, sénateur communiste, disait à l'instant moins de parlementaires, c'est moins de démocratie. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, moi je pense que ce qui va être présenté par le Premier ministre, qui est conforme au programme du Président de la République, c'est tout à fait l'inverse. Je pense que ce qui est important, c'est de donner les moyens aux parlementaires de pouvoir travailler, de pouvoir bien travailler. Et lorsqu'on prend des mesures sur le non-cumul avec un exécutif local, lorsqu'on va prendre des mesures qui vont être proposées sur le non-cumul dans le temps, tout ça c'est dans le sens justement d'un renouveau démocratique. C'est attendu par les Français, donc je crois qu'il est vraiment très très important qu'on puisse avancer sur ces sujets-là. Lorsqu'on va ouvrir la proportionnelle, alors on va voir à quel taux le Premier ministre va l'annoncer, mais là aussi c'est donner la parole aux petits partis politiques, aux plus petits. Donc non, je pense que vraiment tout ce qui est proposé, c'est l'inverse
de ce que vous venez de dire. C'est vraiment pour relancer plus de démocratie, moderniser nos institutions, faire en sorte que l'Assemblée et le Sénat soient plus efficaces. Et ça, c'est quand même très important. Alors concernant la proportionnelle, vous en parliez, le chiffre qui circule, ce serait 15% de députés élus à la proportionnelle. Le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, lui, avait plaidé il y a quelques semaines pour un quart des députés élus à la proportionnelle. 15%, est-ce que ça vous semble suffisant? Est-ce que c'est pas un peu cosmétique? Mais écoutez, c'est un chiffre qui va être présenté par le gouvernement. Maintenant, effectivement, c'est le Parlement qui décidera, qui aura le dernier mot. Donc on va en discuter, on va en débattre tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Ce qui est important, c'est qu'on trouve un consensus. Donc on a tous des idées de chiffres. Moi, j'ai un à titre personnel, je les exprimerai le moment venu. Mais de toute façon, il faudra qu'on trouve un consensus pour que le Sénat et l'Assemblée nationale se mettent d'accord, effectivement, sur ce pourcentage de parlementaires qui seront demain élus à la proportionnelle. Concernant la réforme, globalement, les oppositions accusent le gouvernement de vouloir surfer en quelque sorte sur un sentiment d'anti-parlementarisme dans l'opinion. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je pense que cette réforme va dans le sens de ce qu'attendent les Français. Et c'est justement une démocratie beaucoup plus moderne, beaucoup plus réactive et active au niveau donc, de son travail législatif. Donc c'est vraiment l'inverse. Et j'espère que l'opposition comme le Sénat ne seront pas encore conservateurs sur ce qui va être proposé par le Premier ministre et qui est conforme à nos engagements de la campagne présidentielle. Merci Lionel Cos, député La République En Marche des Landes. Merci à vous Ludovic. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, deuxième jour de mobilisation pour les cheminots. Malgré une participation en baisse, les 3/4 des conducteurs restent mobilisés, ce qui entraîne une forte perturbation dans les transports, alors que le gouvernement se montre déterminé à mener la réforme de la SNCF jusqu'au bout. Jérôme Rabier. Comme un air de déjà-vu. Au deuxième jour de mobilisation des salariés de la SNCF et comme hier, de nombreux trains ont été annulés, saturant les voies de voyageurs dans l'attente d'un moyen de transport et encombrant les routes, notamment en région parisienne. La mobilisation est légèrement plus faible qu'hier avec un taux de grévistes de 29,7% à la mi-journée contre 33,9% hier. Mais un mouvement toujours très suivi chez les conducteurs et contrôleurs avec des taux qui montent à 74 et 77% chez ces personnels indispensables à la circulation des trains et qui semblent déterminés. Une détermination que l'on retrouve aussi du côté du gouvernement qui ne compte pas déroger de sa ligne. Nous ferons cette transformation de ce grand service public français jusqu'au bout, avec calme et avec une grande détermination. Après ces 2 premières journées de mobilisation, la direction de la SNCF prévient que le trafic reprendra progressivement demain. Les liaisons TGV seront assurées de manière quasi normale. Le réseau TER et Transilien verra 3 trains sur 4 circuler. Les intercités seront plus impactés, avec seulement 3 trains sur 5. Vendredi et samedi devraient être des journées bien plus normales sur le réseau SNCF, mais dès dimanche et lundi, les cheminots sont de nouveau appelés à cesser le travail. C'est notamment sur ces prochaines journées que l'ampleur de la mobilisation dans la durée pourra être jugée. Et on va retrouver Saveria Rojek pour une réaction à cette grève avec la sénatrice du Bas-Rhin, Fabienne Keller. Bonjour Fabienne Keller, Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Comment avez-vous jugé la mobilisation d'hier et puis bien sûr la pagaille qui en a résulté et qui d'ailleurs, on vient de le voir, continue aujourd'hui? Cette mobilisation est très forte. Elle marque l'inquiétude des cheminots, mais aussi des cadres de la SNCF. Et puis, de l'autre côté, du côté des voyageurs, beaucoup de vies personnelles qui sont très perturbées. On voit des personnes qui prennent la voiture très tôt ou qui tentent à tout prix de rejoindre leur lieu de travail en montant dans les trains, à travers les fenêtres. Enfin, on a vu des choses qui semblent dangereuses. Très clairement, quand on voit le niveau de la mobilisation, les syndicats ont réussi leur entrée dans la grève. Ils ont gagné le point, comme dit Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Alors, ils ont marqué leur volonté d'être respectés. Je dois dire que c'est la moindre des choses. Enfin, les cheminots, c'est un très beau savoir-faire. Il ne faut pas avoir un regard négatif sur leurs compétences, leur pertinence technique, mais ils ont une mission, c'est d'assurer une bonne desserte ferroviaire de la France, de faire circuler des trains, et il faut qu'ils acceptent que leur statut doit évoluer, que leurs conditions de travail doivent pouvoir être mieux adaptées aux besoins
du service ferroviaire, c'est cette agilité, cette adaptation qui leur est demandée. Et dans un cadre de concertation, la ministre ne cesse d'échanger avec les représentants du personnel. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à quelque chose de raisonnable, qui ait plus de souplesse, pour que nous ayons plus de trains, parce que c'est ça l'enjeu, d'utiliser notre réseau ferroviaire. Vous parlez de plus de souplesse justement sur deux grands sujets, la concurrence et la structure nouvelle de la SNCF. Le gouvernement annoncerait que ce ne serait plus justement par ordonnance. Là, c'est bien un pas donc, du gouvernement vers la concertation. Oui, le gouvernement envisage d'intégrer, mais dans la loi d'habilitation des ordonnances, certains éléments de la négociation pour préciser vraisemblablement le contenu des ordonnances à venir. Cela va dans le sens d'un apaisement. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à une solution pour réformer enfin ce secteur qui, depuis plus de 20 ans, attend de mieux s'adapter à la situation d'aujourd'hui, chose qu'ont faite la plupart des autres États membres depuis de longues années. Très bien, merci beaucoup. Merci Fabienne Keller d'avoir répondu à une question. Merci. Merci à vous, Saveria. Autre réforme sur laquelle le gouvernement veut aller vite, celle du logement et en particulier du secteur HLM. Le projet de loi Élan a été présenté en Conseil des ministres ce matin. Le détail avec Samia Dechir. En 66 articles, le projet de loi sur le logement ratisse très large. Concernant la construction d'abord, le gouvernement veut créer un choc pour l'accélérer. L'exécutif prévoit donc de simplifier le code de la construction, de réduire les délais de recours au permis de construire et de ne plus imposer que 10% de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, contre la totalité d'un immeuble actuellement. Le gouvernement veut aussi réformer le secteur HLM. Les dossiers des locataires seront réexaminés tous les 6 ans et la vente de logements sociaux sera facilitée. C'est un moyen aussi d'amener des fonds pour, on dit de manière assez partagé et reconnu qu'une vente HLM permet de construire 2 à 3 logements sociaux. Un moyen de faciliter l'accession à la propriété pour le gouvernement. Philippe Dallier, lui, y voit plutôt une façon de compenser les 1,7 milliard d'euros de baisse des loyers dans les HLM, adoptés dans la dernière loi de finances. Les premiers acheteurs de ces logements sociaux sont les locataires. Et le gouvernement vient de supprimer l'APL accession qui aide effectivement les ménages les plus modestes à accéder à la propriété. Donc c'est incohérent. Alors effectivement, si on ne veut pas vendre les logements sociaux aux locataires, on va les vendre à qui? À des investisseurs qui vont les acheter en bloc. Parmi les autres mesures, la création d'un bail mobilité. D'une durée de 1 à 10 mois, il permettrait aux stagiaires ou apprentis de ne pas avoir à verser de caution et de bénéficier d'une garantie de l'État. Enfin, le gouvernement veut encadrer davantage des locations courtes, type Airbnb. Une résidence principale ne pourra pas être louée plus de 120 jours par an. Les contrôles seront renforcés pour repérer les abus qui seront punis de 5 à 10 000 euros d'amende. Je vous le disais en titre, l'heure du verdict approche pour la réforme des institutions. Le Premier ministre Édouard Philippe doit s'exprimer lors d'une conférence de presse à suivre sur notre antenne en direct à partir de 17h. On va bien sûr revenir sur les annonces concernant cette révision constitutionnelle. Alors que le gouvernement aurait tranché, il y aurait bien une réduction de 30% du nombre de parlementaires et l'introduction d'une dose proportionnelle pour l'élection des députés fixée à 15%. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau mes invités. Frédéric Espagnac, bonjour. Merci d'être avec nous, sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Également sur ce plateau, Roger Carucci, bonjour. Merci d'être avec nous, sénateur LR des Hauts-de-Seine, ancien ministre en charge des relations avec le Parlement. Et puis Hervé Marseille, bonjour. Vous êtes le président du groupe centriste ici au Sénat, sénateur des Hauts-de-Seine. Avant d'analyser ces premières annonces gouvernementales, on va retrouver Ludovic Faux à l'Assemblée nationale avec une première réaction à vos côtés. Le député La France Insoumise, Éric Coquerel. C'est à vous, Ludovic. Oui, Éric Coquerel, on attend la confirmation de ces annonces par le Premier ministre Édouard Philippe, mais les informations qui circulent, c'est que le gouvernement aurait finalement retenu une réduction de 30% du nombre de parlementaires et une dose de proportionnelle pour l'élection des députés de 15%. Quelle est votre réaction ? C'est toujours moins de pouvoir au Parlement, toujours plus de pouvoir à l'exécutif. C'est ça qui est derrière cette réforme. C'est une accentuation de le caractère présidentialiste de la Ve République. Pourquoi? D'abord parce que 15% de proportionnel, ça ne veut rien dire. Là, on sent que c'est le leurre qui a été jeté pour faire passer le reste du projet. Et le reste du projet, c'est le fait qu'en diminuant de manière drastique le nombre de parlementaires, d'abord, on laisserait penser que c'est parce que nous sommes trop nombreux
qu'il y a un problème dans la vie politique. Je rappelle que 577, c'était le nombre de députés présents au serment du jeu de paume. La France avait beaucoup moins de députés à l'époque, d'habitants, pardon. Et puis deuxièmement, parce que ça veut dire par exemple qu'une circonscription comme la mienne pourrait doubler en Seine-Saint-Denis, avoir 200 000 électeurs, des dimensions spatiales qui ne permettraient pas à un député d'être aussi le député de sa circonscription. Donc tout ça vise à désincarner, je dirais, un peu plus le rapport entre le député et ceux qui l'élisent, et évidemment à lui donner moins de poids. Donc tout ça va dans un sens très présidentialiste. Le gouvernement veut aussi rendre plus efficace la procédure parlementaire, le temps législatif. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas qu'il veut... Mais ce terme efficacité me choque. Qu'est-ce qu'on entend par efficacité ? Que tout se passe plus vite, qu'il y ait de moins en moins de débats, que l'opposition ait de moins en moins de pouvoir. Mais on peut supprimer le Parlement, ça sera encore plus efficace. Les décisions se prendront à l'Élysée directement. Et du coup, on aura un régime de moins en moins démocratique. Donc nous ne sommes pas là ici pour être efficaces, nous sommes là pour légiférer, pour débattre, pour permettre justement que s'expriment toutes les opinions, toutes les positions du pays par rapport à tel ou tel projet de réforme. Et à ce sujet-là, penser que l'opposition pourrait voir son droit d'amendement réduit est un danger considérable, encore une fois, qui atrophie en réalité le poids du Parlement. Est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment que c'est au peuple de trancher et que donc Emmanuel Macron doit faire valider ou pas cette réforme par référendum ? Alors, en tout état de cause, moi j'ai toujours pensé que c'était la souveraineté du peuple qui était le plus important. C'est là-dessus qu'on base une démocratie et je vois mal comment il pourrait essayer de faire passer en force, une fois de plus, un projet aussi structurant et aussi déterminant. Nous sommes pour une constituante pour la 6ème République, dans un régime justement moins présidentiel. Donc c'est peut vous dire que je pense que évidemment, je n'imagine pas que ça passe sans réforme. Sans référendum, pardon. Merci Éric Coquerel, on a bien compris, député de la France Insoumise ici à l'Assemblée nationale. Merci à vous Ludovic. Et on va ouvrir ce premier débat dans Sénat 360 sur ces premières annonces que l'on attend de la part d'Édouard Philippe. Frédéric Espagnac, on s'achemine vers une réduction du nombre de parlementaires à 30%. Cela voudrait dire qu'on passerait de 348 sénateurs à 244. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette diminution ? Écoutez, je vais parler à titre personnel, puisque je sais qu'un certain nombre de mes collègues sont favorables à une large diminution. Moi, pour ma part, je reste toujours un peu suspecte sur la diminution du nombre de parlementaires et l'affaiblissement du rôle du Parlement. Et j'ai envie de dire, gardons quand même la nécessité d'une proximité, a fortiori quand on doit enlever le cumul des mandats sur les autres mandats et qu'on est parlementaire sec, gardons une proximité avec le citoyen. Et donc, diminuer le nombre de parlementaires, c'est agrandir des circonscriptions, c'est éloigner le parlementaire du citoyen. Et donc, c'est en ça où j'ai peut-être une petite, on va dire... Voilà, pas suspicion, mais inquiétude en tout cas. En attendant que ça soit confirmé, Roger Karoutchi, on sait que Gérard Larcher avait dit la ligne rouge, c'est un sénateur par département. Avec 244, on a un sénateur par département. Oui, alors bien sûr, sauf que... Même deux, si on veut. Je pense que oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous donneriez 2 sénateurs à un département rural de 100 000 habitants et 2 sénateurs à un département d'1,5 million d'habitants. Il va y avoir un petit sujet constitutionnel. Moi, je pense que quand Gérard Larcher dit n'allons pas jusqu'à 30%, la réduction, on a compris, c'est l'air du temps, on va réduire. Combien ? Le problème, c'est de maintenir un peu d'adéquation entre la représentation des zones rurales qui doivent être représentées, mais qui sont très peu peuplées, et les zones très urbanisées où, par définition, il y a beaucoup d'habitants et des collectivités puissantes. Donc, il faut qu'on trouve... On était plutôt, avec Gérard Larcher, sur... à peu près une réduction de 20% pour que l'équilibre puisse être maintenu. À 30%, ça devient très difficile. On va soit sous-représenter les urbains, soit surreprésenter les ruraux, mais il va y avoir un problème, y compris constitutionnel, puisque je rappelle que le nombre n'est pas dans la Constitution, c'est une loi organique, et le Conseil constitutionnel devra en juger. Hervé Marseille, en tant que président du groupe centriste ici, quelle est justement votre position sur cette réduction du nombre de parlementaires annoncée à 30%? Comme vient de le dire Roger Karoutchi, je crois que c'est dans l'air du temps. D'ailleurs, aux dernières élections présidentielles, tous les principaux candidats recommandaient la baisse du nombre de parlementaires. François Fillon voulait faire la même chose par référendum d'ailleurs. 200 sénateurs, 400 députés. Et Alain Juppé, c'était 50% de parlementaires en moins. Bon, il faut quand même s'en souvenir. Donc, on est aujourd'hui dans cette ligne-là. Pour autant, il faut une juste représentation. Baisser, oui, mais je pense que 30%, c'est excessif. Si on veut avoir une représentation des territoires qui soit équilibrée, parce qu'il y a les Français de l'étranger, il y a l'outre-mer, il y a des grands territoires, il y en a des moins grands.
il faut descendre plus bas, il faut aller plutôt vers 25%. J'espère que le débat parlementaire va permettre de faire évoluer ces chiffres. François Patriat, est-ce que c'est un bon ratio, 30% selon vous? On voit ici les réticences de vos collègues sénateurs, ils estiment que c'est trop. D'abord, ce n'est pas le nombre de parlementaires qui fait la force du Parlement, c'est la qualité des parlementaires. Alors, on imagine la France demain avec cette réforme. 440 députés, 240 sénateurs. Est-ce que vous avez le sentiment que le Parlement, dans ces conditions, ne représente pas suffisamment les territoires ou les populations? Je pense que c'était l'engagement du chef de l'État, il l'avait dit pendant la campagne électorale, il l'a redit lors du congrès à Versailles, il tient aujourd'hui à ce ratio qui lui paraît être un ratio équitable dans la mesure où moi j'ai vu au cours de mes différents mandats monter le nombre de parlementaires. Quand on est passé à 577 à cause de la proportionnelle en 86, je me souviens. On avait dit à l'époque c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Donc je pense aujourd'hui que le chef de l'État tienne ses engagements et négocier et discuter avec les présidents des deux assemblées. Et aujourd'hui, je pense que ce que le Premier ministre donne dans sa conférence de presse, c'est à mettre au débat. Et le débat, il va avoir lieu maintenant au Parlement. Autre point, et on en parlait à l'instant, l'introduction d'une dose de proportionnelle, ça faisait partie également des engagements de campagne d'Emmanuel Macron. Frédéric Espagnac, selon l'agence France Presse, cette dose de proportionnelle serait fixée à 15% pour l'élection des députés. Écoutez, c'est là où François Patriat a raison, c'était un engagement de campagne qui avait été fait, je crois que c'était une demande des centristes également, ça fait partie de la représentation potentiellement de tous les citoyens, donc c'est une mesure qui est certes importante. Après, la proportion, elle est en débat là aussi, ces 15 annoncés, on verra bien, ça va satisfaire certains, d'autres moins. En tout cas, le débat parlementaire nous permettra aux uns et aux autres d'en débattre. Gérard Larcher avait dit 10%, là aussi, c'était une ligne rouge pour le président du Sénat, Roger Carucci. Oui, parce que si vous avez d'un côté une réduction, par exemple, de 30%, c'est-à-dire déjà plus que 404 députés, et si vous dites, sur les 404, vous en mettez 15%, c'est-à-dire 60-65 à la proportionnelle, ça veut déjà dire que, par définition, vous redécoupez toutes les circonscriptions, vous avez uniquement des circonscriptions à plus de 200 000 habitants, 250 000 habitants, ça veut dire que la proximité n'existe plus, vous avez déjà supprimé le cumul des mandats. Les parlementaires ne sont déjà plus maires adjoints, plus présidents de conseils généraux. À un moment, soit le pouvoir nous dit « Allez, c'est terminé, je veux plus de liens, c'est nous, c'est les grands partis qui décident de qui est parlementaire. » Auquel cas, on met tout à la proportionnelle, d'un bloc, et au revoir et merci. Mais le côté, on redécoupe, mais pas assez, on réduit, mais on vous supprime le cumul, je trouve que ça fait beaucoup d'éléments sur lesquels il faudra revenir. Gérard Larcher avait dit 10%, ça paraît correct pour que soient représentées les minorités qui n'auraient pas de siège au scrutin majoritaire. 15%, alors c'est peut-être un point de départ, on va voir, dans le débat parlementaire. Inversement, ce n'est pas assez pour les centristes, ces 15% qui étaient plutôt sur une ligne affichée à 25%. Oui, vous savez, 70% des sénateurs sont élus à la proportionnelle. Oui, nous, oui. Voilà. Jusqu'à présent, ça n'a pas déstabilisé la République. Bon, et si on a 240, j'espère un peu plus, 250 ou 255 sénateurs, si 80 sur 440 députés, si 80 d'entre eux sont élus à la proportionnelle, c'est pas un drame absolu. Ça permet d'abord de mieux représenter les différentes sensibilités, parce que dans des circonscriptions de 240 000 habitants, parce que ça va donner à peu près ça, tout le monde ne pourra pas être élu dans ces circonscriptions. Il y a forcément des courants de la vie politique qui ne sont pas forcément ceux que nous représentons ici, qui sont plutôt à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, mais qui peuvent faire 15-20%. On en a vu au deuxième tour de l'élection présidentielle. Légitimement, il faut qu'ils aient une représentation au Parlement. Je préfère les voir au Parlement que dans la rue. Donc, un peu plus de proportionnel ne va pas nuire à l'équilibre de la République. Alors, avant de continuer l'analyse sur ce plateau, on retrouve Ludovic Faux, toujours depuis la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale, avec Yves Gégaud, député UDI de Seine-et-Marne. C'est à vous. Oui, Yves Gégaud, on attend la confirmation des annonces, des chiffres qui circulent par le Premier ministre Édouard Philippe, mais une réduction de 30% du nombre de parlementaires et une dose de proportionnelle pour l'élection des députés fixée à 15%. Est-ce que ça vous semble satisfaisant ?
Je crois que la réduction du nombre des parlementaires, les Français l'attendent. Donc le président de la République va dans le sens de l'opinion. La vraie question, c'est est-ce que les 300 parlementaires qui resteront, ou les 400 parlementaires qui resteront, auront plus de moyens pour mieux investiguer, mieux contrôler l'action du gouvernement. C'est un vrai sujet. Si c'est avoir moins de parlementaires qui n'ont pas plus de moyens, je pense que ça n'apportera rien, si ce n'est de satisfaire l'opinion publique. Après tout, c'est déjà ça. Quant à la proportionnelle, je pense que 15%, si c'est le chiffre, c'est beaucoup trop faible. Ça n'a pas de signification. Ça veut dire une soixantaine de députés élus à la proportionnelle. Ça veut dire qu'un parti politique qui représenterait 10% de l'opinion, ce qui est important, aurait 6 députés. On voit bien qu'il faut aller un peu plus loin. Nous plaidons, nous, pour 20 à 25%, ce qui semble raisonnable, tout en préservant le fait majoritaire. Parce que si vous avez 20 ou 25% de députés élus à la proportionnelle, ça n'empêche pas d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale et de permettre cet équilibre. Donc voilà, j'espère que ce que va proposer le Premier ministre, c'est une base de discussion. Au fond, c'est ce qu'il met sur la table pour qu'on puisse discuter, que ce n'est pas quelque chose de figé. Alors, l'opposition de gauche et de droite dit que moins de parlementaires, moins de temps pour débattre des textes de loi, c'est moins de démocratie. Vous, à UDI Agir, vous votez certains textes du gouvernement, mais vous êtes inscrit dans l'opposition. Globalement, que pensez-vous de cette réforme? Est-ce que c'est moins de démocratie? Si les parlementaires qui subsistent ont plus de moyens, si par exemple on garde le même nombre de collaborateurs, mais qu'on les répartit sur 400 députés au lieu qu'ils soient sur 577 députés, nous serons plus efficaces pour contrôler l'action du gouvernement, pour travailler la loi. Si c'est effectivement une diminution qui diminue en même temps les moyens à la même proportion, je pense que là, on risque d'arriver sur une situation où on en subisse les conséquences et qu'un Parlement affaibli, c'est pas une bonne chose pour l'équilibre de la démocratie. Donc moi, je plaide pour qu'il y ait moins de parlementaires, parce que je pense que les Français l'attendent, même si dans d'autres pays proches de nous, il y a plus de parlementaires, mais que surtout, si on a moins de parlementaires, ils aient plus de moyens individuels pour travailler, pour être le plus efficace possible et pour pouvoir répondre à ce qu'attendent les Français, c'est-à-dire un Parlement qui vote la loi de la meilleure manière, mais aussi un Parlement qui contrôle la dépense publique, qui contrôle chaque centime prélevé aux Français et qui, dans cet équilibre des pouvoirs, peut le faire face à une administration d'État qui est toute puissante. Merci Yves Gégaud, vice-président UDI Agir de l'Assemblée nationale. Merci à vous, Ludovic, de LCP, Assemblée nationale. En attendant le discours du Premier ministre, Édouard Philippe, je vous rappelle qu'il doit s'exprimer. On attend le verdict, les arbitrages du gouvernement sur cette révision des institutions, cette réforme constitutionnelle. On continue l'analyse en plateau. François Patriat, on entendait Yves Gégaud réclamer plus de moyens. Ça veut dire quoi? Finalement, plus de fonctionnaires au sein du Parlement? D'abord, je reviens un instant sur le débat avant, sur la proportionnelle. Plus on monte la proportionnelle, moins il y a de proximité, c'est-à-dire qu'il y a moins il y a d'élus au scrutin majoritaire. Moi, je suis très attaché au scrutin majoritaire parce que je sais ce que la proportionnelle crée comme instabilité. Et on l'a vu, différentes reprises, on l'a vu dans l'histoire récente de notre République. Donc moi, je ne suis pas pour l'augmentation de la proportionnelle parce que je suis aussi attaché à la représentation territoriale et que je pense que il ne faut pas faire naître d'instabilité. On a vu des majorités, vous vous souvenez, 88, 91, etc. C'était à 2 ou 3, il fallait marchander tous les jours. Moi, je pense que la Ve République repose sur l'élection du chef de l'État au suffrage universel et que le scrutin majoritaire. Donc moi, 10, c'était bien pour moi. J'étais en accord pour une fois avec le président Larcher. 15, je l'accepte, ça me paraît aujourd'hui un bon compromis. Alors, plus de moyens. D'abord, les parlementaires sont là pour légiférer. Je pense que le problème des amendements sera réglé, qui ne sera pas retenu tel qu'il avait été évoqué. Travailler plus, ça veut dire sans doute plus de moyens pour les parlementaires pour investiguer. Ça ne veut pas dire moins de temps à débattre, parce que les parlementaires, s'ils sont à la fois compétents et engagés, auront autant de débats qu'aujourd'hui. Mais sans doute plus de moyens pour les parlementaires, je pense. Cette diminution du nombre de parlementaires doit s'accompagner d'un certain nombre de moyens supplémentaires. Frédéric Espagnac, François Patriat le disait, cette menace que faisait planer l'exécutif sur la limitation du nombre d'amendements, finalement, elle ne semble pas retenue. Là, c'est une bonne chose, ça fait partie de la négociation. Oui, mais puis, je pense que ça fait partie de la démocratie en soi. Enfin, chaque parlementaire a les mêmes droits, a le droit de déposer les amendements, quel que soit le groupe auquel il appartient. Et donc, mettre un lien entre l'importance du groupe et le fait d'avoir le droit de déposer ou non des amendements est une aberration, même en termes d'égalité, n'est pas acceptable et n'est pas audible. Donc c'était peut-être une menace, je peux le comprendre. Voilà. Moi, je voudrais juste insister sur les moyens des parlementaires. J'entendais Yves Gégaud qu'on donne à un parlementaire un collaborateur de plus. C'est important, mais
Pour faire un comparatif aux États-Unis, même si c'est les États-Unis, c'est pas la même dimension, on sait bien qu'un sénateur a à peu près 50 collaborateurs. Nous en avons 2,5, voire 3 selon les parlementaires. Donc j'ai envie de dire, si on doit vraiment réformer les choses, donner les moyens, c'est aussi en effet avoir des collaborateurs. Ce n'est pas que les fonctionnaires, là encore, faisons attention, mais c'est aussi des moyens humains pour aider le parlementaire à faire son travail, tout en sachant que, là encore, j'insiste sur la proximité et le lien du parlementaire aux citoyens ou à l'élu et donc au territoire. Roger Karoutchi, sur cette question des moyens. Moi, je crois que c'est important, effectivement, que le parlementaire puisse travailler et des moyens suffisants pour faire son job, en fait. C'est pas pour avoir plus de collaborateurs, on sait bien qu'on va à l'essentiel, qu'on abandonne certains secteurs de contrôle parce qu'on n'a pas la capacité humaine de le faire. Mais en revanche, moi, j'insisterai beaucoup plus sur le vrai pouvoir du Parlement, c'est-à-dire que nous donner plus de moyens à chacun, c'est intéressant, mais si on ne donne pas plus de capacité de contrôle, plus de capacité à faire en sorte que la loi... Ça passe par quoi, ça, Roger Karoutchi ? Je passe sur l'affaire des amendements. Je pense qu'en réalité, là, c'était un chiffon rouge. C'était, si vous n'êtes pas gentil dans la négo, je vous mets ça en plus. Bon, ça a marché ? Non, mais on avait compris que c'était donc un rapport de force. Mais... Je crois qu'il faut d'abord une certaine conception du pouvoir. Il y a un pouvoir exécutif fort en France, c'est la Ve République, mais il faut que ce pouvoir exécutif fort accepte l'idée qu'il y a un contre-pouvoir qui est le Parlement. Ça n'est pas possible d'avoir un pouvoir exécutif fort qui considère que le Parlement ne soit qu'une chambre d'enregistrement ou un lieu qui retarde, qui n'est pas un vrai lieu de pouvoir. Ça n'est pas possible. Il faut que la Ve République marche sur ses deux jambes. Et je pense que c'est l'appréciation, donc pas des ordonnances sur tous les textes, pas de procédure accélérée sur tous les textes, pas de méthode d'application du gouvernement, comme on l'a vu au Sénat il y a peu, où le gouvernement prend tous les pouvoirs. Ça n'est pas possible. L'exécutif doit être fort. On est en France et on est sous la Ve République, mais le Parlement doit pouvoir exercer son contrôle et le vote des lois. Hervé Marseille, je voudrais qu'on revienne aussi sur cette question de la proportionnelle, puisque François Patria a évoqué aussi le risque d'instabilité politique. On a vu ce qui se passe dans d'autres démocraties parlementaires, l'Allemagne ou encore l'Italie, la difficulté de constituer des gouvernements. Est-ce que ce n'est pas justement un exemple à avoir en tête lorsque l'on veut introduire cette dose de proportionnelle et finalement l'exécutif en a peut-être tenu compte dans ce choix de 15%? Oui, enfin, on ne va pas rentrer dans un débat technique, mais ça dépend quel type de proportionnel. On ne peut pas comparer ce qui se passe en Allemagne, en Autriche, en Italie, puis en France. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, il y a de la proportionnelle dans les municipalités, pour l'élection des municipales. Au contraire, c'est un scrutin majoritaire avec de la proportionnelle. On voit bien que ça marche très très bien et ça permet de représenter toutes les nuances politiques. Donc, je crois qu'on peut parfaitement avoir entre 15 et 20% de proportionnel, sans pour autant que ça porte atteinte à une majorité, parce qu'on voit bien, aujourd'hui, par exemple, il y a une très forte majorité à l'Assemblée nationale. Si elle était un peu moins forte, ça ne changerait pas grand-chose. Il y aurait une majorité et on pourrait gouverner. Pour autant, je pense que la nature de la proportionnelle est importante. Il faut que le gouvernement nous dise quel type de proportionnel, parce que sans rentrer dans un débat technique, il y a différents types de proportionnels, soit c'est correctif, soit c'est additionnel, voilà, et ça change tout. Là, on n'est plus dans les chiffres. 15 ou 20%, ça ne veut plus rien dire. Ça dépend quel type de proportionnel. Donc, il faut qu'on nous dise le niveau, oui, la 15%, mais aussi quel type de proportionnel. Vous avez des éléments à nous fournir justement sur le choix du gouvernement. Il y a une chose qu'on n'a pas soulignée, c'est que si on diminue le nombre de parlementaires, il y aura moins de sénateurs élus à la proportionnelle. Département de Mme Espagnac, le mien, 3 sénateurs aujourd'hui proportionnels, demain 2 sénateurs. On va revenir au scrutin majoritaire. Moi, ça me plaît plutôt plaisir. Que ce soit vraiment les élus qui décident et pas forcément les états-majors politiques. Donc je vais m'en satisfaire plus tôt. Maintenant, la dose proportionnelle, vous savez, d'abord une proportionnelle régionale, ça n'a pas de sens. Hein. D'ailleurs, on le voit bien pour l'élection européenne aujourd'hui. Qu'est-ce que serait une proportionnelle régionale dans 13 régions pour 79 parlementaires? Donc on va revenir à la proportionnelle nationale. Je pense, je ne sais pas, hein, ce que proposera le gouvernement, ce serait plutôt une proportionnelle nationale. Frédéric Espagnac, autre chiffon rouge qui était agité, bien une ligne rouge pour le président du Sénat, c'est la question du non-cumul des mandats dans le temps. Là, visiblement, un compromis semble avoir été trouvé. Elle ne s'appliquerait qu'à partir de 2038 et ne concernerait pas les communes de moins de 9000 habitants. Là aussi, est-ce que vous pensez que c'est une proposition acceptable? Écoutez, moi sur ça, j'avais toujours
Petit paradoxe pareil, parce que je crois qu'à la fois être sur le non-cumul dans le temps et la diminution du nombre de parlementaires, je trouve que ça fait beaucoup. Donc là aussi, moi je fais confiance aux électeurs. Vous savez, hein, les électeurs, que ce soit le citoyen ou l'élu, il est libre de voter pour qui il a envie. S'il a envie de changer de parlementaire, il le fait. Ça s'est vu régulièrement. Aux dernières, puisque moi j'ai été renouvelé en septembre dernier, on a renouvelé sur la moitié donc qui était renouvelé au Sénat, quasiment 62% de sénateurs. Ça veut dire que, tout simplement, je crois qu'il faut faire confiance aux citoyens et aux élus qui eux-mêmes décident de renouveler quand c'est nécessaire. Je veux dire, moi-même, quand je suis arrivée la première fois en 2011, j'avais moins de 40 ans. J'ai eu aussi, je crois, une prime au renouvellement dans ce cadre-là. Et puis, donc, je crois que sur ça, bon, ok, c'est bien, c'est à la mode, il faut le faire. C'est soi-disant un gage de renouvellement. Je crois que, vous savez, le citoyen lui-même est adulte et sait le faire par lui-même. Ouais, Roger Karoutchi, pas besoin de fixer de limites. Non, le verdict des urnes suffit. Oui, moi, je pense quand même que là, pardon, il va pas être d'accord. Collègue Patriat ne sera pas forcément d'accord, mais franchement, ou bien l'idée est abandonnée et on le dit. Et on dit, bon, allez, cette affaire des 3 mandats est absurde, on arrête. Mais dire, ça s'appliquera à partir de 2038, Oui. mais qui sera chef de l'État en 2038 ? Combien il y aura eu de réformes constitutionnelles d'ici 2038 ? Franchement, c'est dans 20 ans, vous imaginez, 20 ans. Mais les républiques se font et se défont en moins de temps que ça. Donc, c'est franchement dire, je ne regarde pas. Je prends dans mon escarcelle. Donc là, finalement, la majorité sénatoriale a eu gain de cause oui, sur je ce pense point, que Roger là-dessus, Karoutchi. les choses sont claires. Alors après, sur les communes de moins de 9000 habitants, comme moi, à partir du moment où on dirait 2038, j'en parle même plus. Je veux dire, faisons du débat sur ce qui est réellement applicable rapidement, parce que ça, on le sait. Les applications dans 20 ans, franchement, nos successeurs feront en sorte que ce soit bien fait. Hervé Marseille, sur le non-cumul dans le temps, Gérard Larcher avait dit c'est pas la peine de faire une loi qui ne concerne qu'actuellement une douzaine de sénateurs. C'est pas un sujet. Je veux dire, pour nous, ça n'a jamais été un dogme. Bon, on fait confiance aux électeurs. Ceci étant dit, si on veut interdire le cumul de plus de 3 mandats de maire, pourquoi pas. Ce qui est important, c'est quand même qu'on préserve les petites communes, parce qu'il est très difficile aujourd'hui de trouver des citoyens qui s'engagent dans la vie publique, surtout dans des communes de taille modeste. Il faut voir que sur 36 000 communes environ en France, plus de la moitié ont moins de 500 habitants. Et donc, même quand le seuil était à 3005, on parlait d'un seuil à 3005, il n'y avait que 3000 communes qui allaient au-delà de 3500 habitants. Donc 9000, je n'ai pas fait le calcul, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. 97% des communes en dessous. Voilà. Donc, il faut préserver quand même cet engagement pour les petites communes, parce que là, on est content d'avoir quelqu'un qui fasse quelquefois 4 ou 5 mandats, parce qu'il n'y a personne qui veut maintenant, compte tenu de la difficulté, s'engager. En revanche, il y a quelque chose qui est important, on l'a dit tout à l'heure, il faut donner plus de capacité d'action aux parlementaires. Car il n'y a plus ce cumul possible avec un exécutif local. Beaucoup d'entre nous étaient président de région, président d'un département, maire d'une commune, et avaient des engagements dans des syndicats intercommunaux, etc. Aujourd'hui, les parlementaires ne sont plus que parlementaires. Et donc, évidemment, ils sont beaucoup plus présents, ils sont beaucoup plus investis, et donc, il faut leur donner plus de moyens d'action. Ils en avaient moins besoin dans le passé, parce qu'ils s'occupaient de plusieurs choses à la fois. Aujourd'hui, ils sont concentrés exclusivement sur leur travail parlementaire. Donc, il est important qu'on leur donne les moyens de travailler. Alors, on va revoir le sujet de Marie Brémaud. Elle va nous résumer les enjeux de cette réforme constitutionnelle, alors que l'on attend toujours l'intervention d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui doit dévoiler les derniers arbitrages. Les parlementaires devraient enfin savoir à quelle sauce ils vont être mangés, puisqu'Édouard Philippe s'apprête à dévoiler les grandes lignes de la réforme institutionnelle, avec depuis plusieurs mois des mesures qui suscitent la controverse. L'exécutif va ainsi proposer une dose de proportionnelle aux élections législatives. Et selon l'AFP, cela concernerait 15% des députés et cela s'appliquerait dès 2022. Autre mesure à annoncer, la réduction de 30% du nombre de parlementaires. Depuis le début des négociations, Gérard Larcher n'a eu de cesse de réaffirmer qu'il fallait conserver une bonne représentation de tous les territoires. Ce principe d'un député et d'un sénateur par département ou collectivité à statut spécifique, c'est vraiment un point de rencontre de tout le monde au Sénat, de tout le monde. Autre point à préciser pour Édouard Philippe, l'instauration d'un non-cumul dans le temps à 3 mandats successifs identiques.
Si les maires des communes de moins de 3500 habitants sont d'ores et déjà exclus de la mesure, les sénateurs, eux, cherchent à relever le seuil à 5000 voire 9000 habitants. Enfin, l'encadrement du droit d'amendement fait l'unanimité contre lui, toutes tendances politiques confondues. Les députés et sénateurs estimant que cela constitue un affaiblissement du Parlement. Le Premier ministre, dans un souci d'apaisement et pour obtenir la majorité nécessaire des 3/5, pourrait y renoncer. Et on continue le débat dans Sénat 360 avec un nouvel invité, Éric Kerrouche. Bonjour, merci d'être avec nous, sénateur socialiste des Landes. On parlait à l'instant de ces annonces gouvernementales. On attend bien sûr la confirmation. On se dirige vers 30% de réduction du nombre de parlementaires et 15% de proportionnel. Comment réagissez-vous à ces annonces ? C'est une réforme qui est mise en place par le président de la République. Le problème, c'est que la République elle ne se réduit pas au président. Et c'est un petit peu l'impression qu'on a d'une présidentialisation plus importante, d'un poids plus important pour l'exécutif, qui n'en avait vraiment pas besoin. C'est ce que je peux constater. Et puis, sur la question de la proportionnelle, c'est un seuil qui ne veut pas dire grand-chose, à vrai dire, parce que soit la proportionnelle a un effet discriminant, soit elle n'en a pas. Là, elle a juste un effet, un effet palliatif. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'un président qui a été élu contre les partis politiques va redonner en fait du pouvoir aux appareils partisans sur la base de ces 15%. C'est très surprenant. Et puis encore une fois, on nous annonce des mesures. Moi, je ne vois pas de réforme, je suis désolé. Roger Karoutchi, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été associé à cette révision constitutionnelle ? On sait que depuis le congrès de Versailles en juillet dernier, le président des deux assemblées avait fait leurs propres propositions. Il y a eu un groupe de travail ici au Sénat, encore réuni hier par Gérard Larcher. Est-ce que vous avez le sentiment que cette réforme a été faite exclusivement dans les bureaux de l'Élysée et de Matignon ? En tout cas, elle est initiée dans les bureaux de l'Élysée. C'est très clair qu'on est sur la vision qu'avait le candidat Macron devenu président de la République. Alors après, de manière cosmétique, on associe. Et puis, après, dans le déroulé, il peut y avoir une influence de Gérard Larcher ou d'autres dans la manière dont se font les choses. Moi, je pense qu'en vrai, le vrai débat et les vraies influences, les vraies difficultés d'ailleurs pour le gouvernement, seront quand le débat sera devant le Parlement. Parce que là, la parole du président compte, mais il y a des votes. Là, il faut faire en sorte... Moi, j'avais conduit la réforme de 2008 sur certains sujets. J'allais moi-même dire au président de la République, à l'époque Nicolas Sarkozy, là-dessus, ça passe pas. Il faut lâcher du lest. Donc, il y aura forcément un débat parlementaire et des évolutions. Mais c'est vrai qu'initialement... Pardon, Roger Karoutchi, puisque Édouard Philippe vient d'arriver. On écoute tout de suite le Premier ministre. Bonjour à tous. Lors de son discours devant le Congrès, le 3 juillet dernier, et conformément aux engagements qu'il avait pris devant les Français pendant la campagne présidentielle, le président de la République a réaffirmé sa détermination à réformer nos institutions pour les moderniser, les rendre plus efficaces et permettre une meilleure représentation de nos concitoyens. Dès septembre dernier, les lois organiques et ordinaires pour la confiance dans la vie politique ont permis de clarifier les conditions d'exercice du mandat de parlementaire et de prévenir les conflits d'intérêts. Nous souhaitons aujourd'hui porter une nouvelle ambition qui requiert pour partie une révision de notre loi fondamentale dont la philosophie d'ensemble sera bien entendu préservée, car il ne s'agit ni de revenir à la 4e République, ni de passer à la 6e. Il s'agit bien au contraire de revenir aux sources de notre 5e République, une République dans laquelle le gouvernement gouverne et dans laquelle le Parlement légifère et contrôle. Pour ce faire, des travaux approfondis ont été menés par Madame la garde des Sceaux en liaison avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Sur la base de ces travaux, et à la demande du président de la République, j'ai consulté le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique, social et environnemental, qui ont formulé des propositions utiles. J'ai également consulté l'ensemble des groupes parlementaires. Au-delà des divergences politiques, tous ont insisté sur le nécessaire respect de l'équilibre de notre fonctionnement républicain et de notre parlementarisme rationalisé, en particulier dans la répartition des pouvoirs entre le gouvernement et le Parlement.
Vendredi dernier, le président de la République a reçu, en ma présence, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Nous avons pu, ensemble, construire les bases d'un accord possible. Dès demain, nous déposerons donc au Conseil d'État un projet de loi constitutionnelle et dès la semaine prochaine, un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire. Ces 3 textes seront présentés ensemble en Conseil des ministres le 9 mai. Le président de la République m'a demandé de vous en présenter aujourd'hui les grandes lignes. Tout d'abord, s'agissant du projet de loi constitutionnel. Il conforte l'indépendance de nos juridictions avec le renforcement des pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature pour la nomination et l'exercice du pouvoir disciplinaire des magistrats du parquet. Il organise également la fin de la présence de droit des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel. Il modernise la procédure de mise en cause de la responsabilité pénale des ministres pour les faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, procédure qui sera désormais du ressort de la Cour d'appel de Paris et plus de la Cour de justice de la République, laquelle sera supprimée. Sur la proposition du gouvernement et avec l'approbation de l'ensemble des groupes parlementaires, un filtre sera toutefois conservé pour que la responsabilité pénale des ministres ne soit engagée qu'à bon escient. Le projet de loi constitutionnel procède également à une transformation profonde du Conseil économique, social et environnemental, qui deviendra une chambre de la société civile, chargée, avec un nombre de membres réduit de moitié, d'organiser les consultations des citoyens et des experts sur les projets d'avenir pour notre pays. Le projet de loi constitutionnel renforce l'efficacité de la procédure législative et l'effectivité du contrôle parlementaire. Sur ce point, le gouvernement a pris en compte l'opposition formulée par les présidents des groupes parlementaires à l'idée d'un contingentement des amendements. Cette disposition, qui avait été envisagée, a donc été retirée. Mais les présidents des assemblées ont convenu qu'il était nécessaire de limiter les amendements sans portée normative, sans lien direct avec le texte ou qui ne seraient pas du domaine de la loi. Le projet de loi constitutionnelle prévoit donc une disposition en la matière. Sans revenir sur la réforme de 2008, qui a défini un équilibre entre une semaine de contrôle, une semaine d'initiative législative parlementaire et 2 semaines d'initiative législative gouvernementale, les projets de texte les plus importants ou les plus urgents pourront bénéficier d'une inscription prioritaire à l'ordre du jour. Par ailleurs, la procédure sera accélérée après la commission mixte paritaire, en cas d'échec de la commission mixte paritaire, même si la nouvelle lecture au Sénat sera maintenue. Enfin, sur le modèle de ce qui se pratique au Sénat, la discussion en séance pourra être focalisée sur les points principaux grâce à un meilleur travail en commission. L'évaluation des lois sera plus systématique et pendant les semaines de contrôle, les parlementaires pourront procéder aux corrections ou aux simplifications des lois faisant l'objet de l'évaluation. Le vote du budget sera plus rapide, 50 jours au lieu des 70 qui prévalent aujourd'hui, mais un temps plus long sera dédié chaque printemps à l'évaluation des politiques publiques et au contrôle de l'exécution du budget par les ministres. Il s'agit là de corriger un décalage propre à nos institutions, dans lequel nous consacrons beaucoup de temps à la discussion du budget initial et très peu de temps aux conditions de contrôle et d'examen de l'exécution réelle de ce budget. Le projet de loi constitutionnelle marquera également notre confiance dans la capacité des collectivités locales de métropole et d'outre-mer d'adapter elles-mêmes les règles qui régissent leur domaine de compétences à la réalité de leur territoire. C'est un pacte girondin que nous proposons au territoire en suivant les recommandations du Conseil d'État. C'est aussi un gage d'efficacité et une façon de réformer sans céder à l'esprit de système. Conformément aux engagements du Président de la République, la Corse trouvera sa place dans notre Constitution.
ce qui permettra d'adapter les lois de la République aux spécificités insulaires, mais sous le contrôle du Parlement. Enfin, le projet de loi constitutionnelle inscrira l'impératif de lutte contre le changement climatique à l'article 34 qui définit, comme vous le savez, le domaine de la loi. Le Parlement prendra ainsi sa part dans ce défi majeur du siècle. Le Conseil d'État, à l'occasion de la saisine, nous dira si le projet de service national universel nécessite un fondement constitutionnel pour valoriser l'engagement des jeunes au service de la nation. En ce cas, l'article 34 serait modifié de la même façon. S'agissant des projets de loi organiques et ordinaires, conformément aux engagements du Président de la République, les projets de loi organiques et ordinaires prévoient quant à eux une réduction de 30% du nombre de députés et de sénateurs dans des conditions qui garantissent la représentation de tous les départements et territoires. L'introduction d'une dose de représentation proportionnelle aux élections législatives pour 15% des sièges de députés à pourvoir. Enfin, l'interdiction du cumul des mandats dans le temps, au-delà de 3 mandats identiques, complets et consécutifs pour les parlementaires, les présidents d'exécutifs locaux, à l'exception des maires des communes de moins de 9000 habitants. L'objectif du gouvernement est de permettre à l'Assemblée nationale de procéder à une première lecture de ces textes avant la pause estivale, puis de parachever cette réforme en 2019. Je veux redire que ces textes contribueront à rénover profondément la vie politique et parlementaire dans un triple souci de responsabilité, de représentativité et d'efficacité. Je vous remercie. Voilà pour cette intervention d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a donc détaillé la réforme des institutions. On va bien sûr continuer d'analyser ces annonces avec mes invités en plateau. François Patriat, sans surprise, le Premier ministre est donc revenu sur cette réduction de 30% du nombre de parlementaires, mais aussi l'introduction d'une dose proportionnelle à 15%. Mais il a détaillé plus largement le projet de loi constitutionnelle qui sera d'ailleurs présenté dès demain en Conseil d'État. D'abord, je veux dire que quand j'entends le Premier ministre et que je regarde l'ensemble des 3 textes qui seront proposés, malgré ce que j'entends, c'est une vraie réforme. Une réforme que tout le monde, dans les candidats à la présidentielle, avait évoqué et voulu mettre en place et que d'autres n'avaient pas fait avant. En second lieu, sur la méthode, ce n'est pas un passage en force. Ces projets de loi ont donné lieu à 6 à 7 mois de concertation. Groupe de travail à l'Assemblée à partir du mois de juillet, et groupe de travail au Sénat à laquelle nous avons participé, cher Hervé Marseille, ensemble depuis le mois de décembre. Donc déjà une consultation. Ensuite, des rencontres qui ont été, je crois, intenses, entre le Premier ministre, le chef de l'État et les présidents des 2 assemblées. Chacun ayant au début tendu un peu la corde, fixé des lignes rouges, on arrive aujourd'hui à ce qui pourrait être un accord demain. Sur la réforme constitutionnelle, on voit qu'elle est quand même riche. J'aime bien ce pacte girondin, moi qui ai été président de région, et qui, je vous l'avoue, au bout de 2 mandats consécutifs, 12 ans, a considéré qu'il était bon de passer la main et que c'était bien qu'une nouvelle génération d'élus qui arrive. Je crois que sur le problème de la CJR aujourd'hui, sur le problème de la fabrique de la loi, et puis on a évidemment enlevé les chiffons rouges, ceux qui disaient qu'il n'y aurait pas une deuxième lecture au Sénat après une CMP pas aboutie, ceux qui disaient qu'il allait avoir suppression du droit d'amendement. Voilà, tout cela a été... Je crois que c'est un texte qui doit être débattu, qui va donner lieu au Parlement à d'intenses interventions. Ça veut dire que la perspective d'un référendum s'éloigne complètement aujourd'hui, François Patriat ? Ça, je ne sais pas dans quel état d'esprit aujourd'hui les responsables des différents partis. Je crois que le responsable du groupe socialiste à l'Assemblée, au Sénat, m'avait dit qu'il n'accepterait pas une baisse des parlementaires au-delà de 10%. Qui m'avait dit à l'époque. Je ne sais pas ce que feront les autres groupes, soit les centristes, soit les républicains, mais je pense que c'est la base des compromis. Et les Français seront mis, les élus seront mis devant pied de mur. Est-ce qu'on parle au Sénat ou est-ce qu'on parle aux Français ? Alors, on va continuer les réactions au Sénat avec vous, Saveria Rojek, toujours en direct de la salle des conférences. Vous êtes avec le sénateur RDSE de la Haute-Vienne, Jean-Marc Gabouty, c'est à vous. Absolument. Bonjour Jean-Marc Gabouty, merci de répondre à la question. On vient d'entendre à l'instant, bien sûr, les arbitrages rendus par le gouvernement, par Édouard Philippe. Quelle est votre réaction ? Vous êtes satisfait ?
Écoutez, dans l'ensemble, je crois qu'il n'y a pas de surprise. C'est ce qui a été annoncé. Ce sont les engagements du président de la République, largement approuvés par les Français, non pas au printemps dernier, mais qui sont encore approuvés aujourd'hui. Donc, c'est les 3 points essentiels, c'est-à-dire la réduction du nombre de parlementaires, le non-cumul dans le temps, voilà, et puis donc le 15% de proportionnel. Et le 15% de proportionnel qui semble, entre ceux qui voulaient 0%, il y a un certain nombre de politiques qui souhaitaient, et ceux qui voulaient 30, je pense que 15, et le Premier ministre a dit à peu près, cela me paraît équilibré. Le président du Sénat, Gérard Larcher, était plutôt sur 10%. Il était plutôt sur 10%, mais il avait l'influence, il avait, disons, 10% parce qu'il cherchait le consensus, mais l'influence de sa formation politique était plutôt opposée à la proportionnelle. Les Républicains n'étaient pas favorables. Jean-Marc Gabouty, que répondez-vous à ceux qui vous disent moins de parlementaires, c'est moins de démocratie? Non. Non, je crois que c'est pas forcément le cas. Ensuite, c'est un problème de répartition, équilibre entre territoires urbains et territoires ruraux. Je ne pense pas que le Parlement soit amputé, mais c'est peut-être l'occasion de le renforcer et que le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, puisse peut-être mieux s'organiser et ait plus de moyens d'investigation et un débat législatif qui soit peut-être plus construit avec des moyens supérieurs, parce que parfois là on voit passer les textes à toute vitesse, on n'a même pas le temps de réagir, on n'a pas les moyens d'intervenir, donc c'est un petit peu frustrant. Donc je pense que c'est pas la qualité de la loi et pas une question de nombre. Ensuite, est-ce qu'il fallait réduire autant? Bon, c'était peut-être pas forcément indispensable, mais c'était l'engagement du président de la République qui avait dit 30%, il maintient 30%. Il ne faudra pas se battre. Si c'est 28%, je pense qu'il acceptera des compromis, notamment pour la représentation de nos départements et territoires d'outre-mer et des Français d'étrangers. Et la crainte que la proportionnelle, l'introduction d'une dose de proportionnelle mettrait fin au fait majoritaire et déstabiliserait l'équilibre gaullien des institutions, que répondez-vous à cela? Écoutez, faites le calcul en introduisant à chaque élection législative une 60aine de députés élus à la proportionnelle en fonction des grandes tendances qui ont été obtenues par les formations politiques, et vous verrez que ça fait varier la composition de l'Assemblée nationale de quelques unités. Au lieu d'avoir une majorité à 350, voilà, on peut avoir une majorité à 340, mais ça ne modifie pas fondamentalement, puisque ceux qui ont gagné déjà dans les élections unipersonnelles sont ceux qui gagnent également à la proportionnelle. Donc c'est simplement un écart à la marge, mais qui permet quand même une représentation de tous les courants politiques qui parfois pouvaient représenter 10 ou 15%, même si je suis en désaccord complet avec certains de ces mouvements, je pense en particulier à l'extrême droite, mais c'est vrai aussi parfois pour l'extrême gauche, qu'ils aient au moins une présence au Parlement lorsqu'on représente 8, 10 ou 15%. Très bien, merci beaucoup. Merci Jean-Marc Gabouty d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup Saveria. Roger Carucci, on a entendu Édouard Philippe qui a beaucoup insisté finalement sur le nécessaire équilibre dans la répartition des pouvoirs entre le Parlement et le gouvernement. Les réformes telles qu'elles sont annoncées vont-elles dans ce sens? Moi je trouve que Édouard Philippe, qui est habile, est surtout très imprécis. Il a renoncé au chiffon rouge du nombre d'amendements en fonction de la taille des groupes, mais il dit quand même qu'il y aura un dispositif dans la Constitution qui sera un filtre sur les amendements. Alors moi, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors soit il a une idée précise, il faudrait qu'il nous la dise, soit il n'a pas d'idée précise, et je propose que ce soit le Parlement qui rédige cet alinéa, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Ça n'a pas sa place dans la Constitution, non, ça relève du règlement des assemblées? D'abord, c'est mieux dans le règlement des assemblées. Et ensuite, je ne vois pas dans la Constitution un dispositif filtre sur les amendements qui serait autre chose qu'une réduction du pouvoir d'amendement. Ça ne peut pas être autre chose. Deuxième élément, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait de réduire le temps sur le budget et de mettre plus de temps sur la loi de règlement. Là, tout le monde est d'accord. Le pacte girondin, ça fait plaisir au président Patriat, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? En vrai, on n'en sait rien. C'est joli comme ça. Pacte girondin, pacte avec les collectivités, pacte territorial. On en a vu beaucoup passer. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? On verra bien. Parce que moi, je suis prêt à signer un pacte. Sauf que si, en parallèle, il n'y a plus un centime de subvention, bon, le pacte, c'est gentil, mais enfin, c'est pas très déterminant. Sur le reste, je suis très, très réservé. D'abord, sur le cumul des 3 mandats, il ne dit rien. Je n'ai pas entendu dire que c'était ou rétroactif ou au terme. Ça précise que ça ne s'appliquera pas aux communes de moins de 9 000 habitants. Mais il ne dit pas si pour les parlementaires,
Pour les maires des communes de plus de 9000 habitants, c'est immédiat ou c'est à terme. Donc là aussi, il y aura une négociation. Enfin, l'inscription de la Corse dans la Constitution, je pense que c'est ouvrir vraiment le débat sur d'autres qui vont demander la même chose et qui, par définition, vont poser de vrais problèmes constitutionnels. Hervé Marseille, votre réaction, ce que vous venez d'entendre. Oui, je voudrais faire 3 observations rapides. La première, c'est que, je parle sous le contrôle de François Patria, on a travaillé ici, au Sénat en tous les cas, autour de Gérard Larcher, de façon collégiale. On peut ne pas être d'accord, mais on a travaillé systématiquement à chaque étape, depuis le mois de décembre, avec l'ensemble des groupes, un rapporteur, le président de la commission des lois, et donc on a pu travailler beaucoup des dossiers qui ont été exposés. La seconde observation, c'est que sur la partie qui est purement constitutionnelle, on peut dire qu'il y a une quasi-convergence sur de nombreux points, à quelques détails près qui méritent attention. Mais je veux dire, très sincèrement, la suppression de la Cour de justice... Ça, on le savait. Quels sont les points qui fâchent alors le compte n'y est pas, on l'a dit tout à l'heure, c'est sur la partie qui n'est pas constitutionnelle. C'est-à-dire la loi simple, mais il faut remarquer que nous avons été entendus, c'est-à-dire qu'on amène le PAC avec les 3 types de lois, la loi constitutionnelle, la loi organique et la loi simple. Mais le nombre de parlementaires, le mode de scrutin, ça, c'est pas constitutionnel. C'est pas constitutionnel. Et c'est ce qui fait le plus parler. Et donc, je crois, on l'a dit tout à l'heure au début de cette émission, il faut qu'on continue à travailler. C'est à ça que sert le Parlement, d'ailleurs, puisque, si j'ai bien entendu, c'est une base importante qui permet de converger, parce qu'on n'est pas loin, me semble-t-il, d'un objectif si tout le monde y met du sien. Mais il faut que tout le monde y mette du sien. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un tas de sujets, la Corse par exemple. Mais je rappelle à mon ami Roger Carucci que c'est Nicolas Sarkozy qui avait proposé qu'on mette la Corse dans la Constitution. Alors après, comment on l'écrit Donc c'est vrai que ça mérite un peu plus de profondeur et d'investigation. Alors avant de poursuivre ce débat, on va retrouver Tam Tranui depuis Matignon. Tam, vous avez suivi cette conférence de presse et vous avez justement retenu ces nouveautés qui concernent la procédure législative. C'est à vous. Et oui, effectivement, Delphine, bon, il est vrai qu'Édouard Philippe a parlé assez rapidement des points que l'on connaissait déjà, les 30% de réduction du nombre de parlementaires, les 15% de doses de proportionnelle ou encore l'interdiction du cumul des mandats dans le temps qui ne s'appliquera pas aux maires de villes de moins de 9000 habitants. En revanche, on ne sait pas à partir de quelle date cette réforme entrera en vigueur, mais vous l'avez dit, finalement, on le savait moins, il y a également des choses qui concernaient davantage la fabrique de la loi. Tout d'abord, on le sait, le contingentement du nombre d'amendements, c'est-à-dire qu'il soit proportionnel à la taille du groupe parlementaire, ça c'est une idée qui est abandonnée, mais effectivement, Roger Carucci en parlait tout à l'heure, il y aura un filtre néanmoins qui sera passé pour limiter le nombre d'amendements s'ils n'ont pas une portée normative ou bien encore s'ils n'ont pas de lien direct avec le texte. Également, Édouard Philippe a dit qu'il allait s'inspirer de la procédure d'examen en commission sénatoriale, c'est-à-dire que toute une partie du travail se fasse davantage en commission qu'en séance publique. Enfin, il a dit l'importance de l'évaluation, puisque pour le budget, il y aura désormais 50 au lieu de 70 jours qui seront consacrés à l'automne, mais il y aura au printemps toute une période d'évaluation qui sera fixée. Enfin, on a une petite idée du calendrier pour ce projet de loi organique et pour le projet de loi ordinaire. Édouard Philippe a annoncé une première lecture avant la pause estivale et la fin du cheminement de ces textes pour 2019. Merci à vous, Tam. Éric Kerrouche, on a entendu Édouard Philippe terminer son intervention par ces mots. Ces textes vont rénover la vie politique et parlementaire. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je pense qu'il n'allait pas dire différemment. Ça me semble... Ça m'aurait semblé étonnant puisque c'est lui qui présentait sa réforme. Ceci étant, moi sur l'aspect constitutionnel, je suis désolé, mais on est un petit peu dans une logique de voiture balai. Enfin, on est dans des procédures de bon sens sur lesquelles on est souvent d'ailleurs en accord. Là, c'est pour ça que ce que disait François Patria, je ne suis pas sûr, encore une fois, qu'on soit dans une logique de réforme. On est dans une logique de polissage et de lissage, mais c'est vrai qu'il y a eu un travail qui a été fait ici au Sénat, mais en ce qui nous concerne, nous avons... Le Premier ministre en a tenu compte suffisamment, selon vous ? J'imagine qu'il a effectivement tenu compte des réflexions qui lui ont été faites, mais en partant
en partant d'un point de vue qui était le sien, c'était qu'on discutait uniquement autour des propositions qui étaient celles d'Emmanuel Macron. Donc du coup, forcément, il y a des convergences qui sont difficiles. Et en ce qui nous concerne, il était important de remettre plutôt le Parlement au centre du dispositif. Ce n'est pas exactement ce que je lis de la volonté qui est affichée dans les 3 textes qui vont se succéder. C'est pas ce que j'y vois. Roger Carucci, on sent. Alors, c'est peut-être pas trop le cas au Sénat, mais la droite à l'Assemblée nationale veut se servir de cette réforme aussi pour ouvrir un nouveau front politique. On sait que le gouvernement est affaibli par les réformes. Alors, est-ce que la droite sénatoriale est aussi dans cet état d'esprit ? Non, nous, on est des gens raisonnables. Si le projet est correct, on en débattra et on votera ce qui nous paraîtra correct. J'attire l'attention quand même, parce que je vois que personne n'en parle, mais moi, je n'étais pas très favorable en 2008, je l'avais dit à Nicolas Sarkozy, au fait qu'il y ait 2 semaines d'agenda gouvernemental, 1 semaine de contrôle, 1 semaine d'agenda parlementaire, donc 2 semaines d'agenda parlementaire. Attention à ce que vient de dire quand même Édouard Philippe, qui me paraît un peu inquiétant, c'est de dire, sans remettre en cause ça, si le gouvernement estime qu'un de ces textes est prioritaire ou important, il passera avant, y compris en écrasant en réalité l'agenda parlementaire. Donc ça peut être extrêmement dangereux parce que le ministre chargé des relations avec le Parlement va dire systématiquement en conférence des présidents c'est un texte important pour le gouvernement. Donc attention, il y avait des capacités pour le gouvernement à récupérer un peu de temps. Il n'y aura plus de niche parlementaire, c'est ce que vous redoutez ? C'est-à-dire, ce que je pense, c'est que c'est quand même encore un point supplémentaire pour le gouvernement par rapport à un pouvoir parlementaire qui, dans toute cette réforme, n'est pas rétabli, n'est pas agrandi. Je ne vois pas d'éléments supplémentaires de pouvoir de contrôle, de pouvoir législatif. Je vois de la rationalisation. Alors, et je vois du renforcement du gouvernement. Pardon, je vous interromps, puisqu'on retrouve Ludovic Faux, journaliste pour LCP Assemblée nationale, toujours depuis la salle des 4 colonnes, avec le député Pierre Haréville, député Nouvelle Gauche des Bouches-du-Rhône. Oui, Pierre Daréville, député du groupe communiste ici à l'Assemblée nationale. Alors, monsieur Daréville, Édouard Philippe, le Premier ministre, a confirmé 30% pour la baisse du nombre de parlementaires et 15% de proportionnel pour l'élection des députés. Quelle est votre réaction ? Le sens de cette réforme est clair. Tout est plus petit avec Emmanuel Macron, avec ce gouvernement, y compris la démocratie. Et donc là, c'est une attaque frontale contre le Parlement et les droits du Parlement. Et c'est une question qui concerne, je crois, l'ensemble de notre peuple. C'est-à-dire que si le Parlement est attaqué, c'est pour attaquer la capacité d'intervention populaire, la possibilité, y compris, de faire résonner un certain nombre d'aspirations, un certain nombre de causes dans cet hémicycle et renforcer le pouvoir du président de la République. Donc il y a une atteinte grave à notre démocratie qui est portée par ces 3 projets de loi qui vont nous être présentés. Nous allons les combattre et nous demandons un référendum. C'est au peuple de trancher sur cette question-là. La décision, elle ne peut pas se prendre entre Emmanuel Macron, le président du Sénat, celui de l'Assemblée nationale, sur un coin de bureau. C'est pas possible. La manière dont nous exerçons la démocratie dans notre pays, c'est une décision qui doit appartenir au peuple. La perspective d'un référendum semble cependant s'éloigner. Vous le regrettez donc ? On le regrette et on continue de le demander et nous pensons que des voix s'exprimeront dans les jours qui viennent de diverses façons pour que vraiment il y ait un débat démocratique sur ce sujet-là. C'est pas possible qu'on bouleverse nos institutions à ce point sans que le peuple en soit saisi. Il y a là une rupture des équilibres de la Ve République, mais en réalité des déséquilibres déjà de la Ve République qui vont être singulièrement accrus par cette réforme-là en renforçant le pouvoir exécutif, le pouvoir du président de la République et en affaiblissant de manière radicale celui du Parlement de diverses façons, y compris en diminuant le nombre de parlementaires, c'est-à-dire d'hommes et de femmes qui sont élus avec une légitimité pour être en prise avec des territoires, pour discuter, construire la loi avec les gens sur le terrain. Voilà, c'est ça aussi la vie d'un parlementaire. Et je crois qu'en supprimant un certain nombre d'entre eux, eh bien, on veut leur couper, si vous voulez, cette possibilité de faire résonner tout ça dans l'Assemblée. Il y a une volonté aussi d'accélérer un petit peu le temps parlementaire, le temps législatif. Est-ce que ça n'est pas nécessaire de faire mieux coïncider le temps législatif et le temps de la société ? Vous savez, pour prendre des grandes décisions, le Parlement, mais la société dans son ensemble a aussi souvent besoin de débattre, de discuter, de réfléchir, d'essayer de cerner tous les tenants, les aboutissants. Donc oui, la démocratie, ça prend du temps. Je crois quand même qu'on a vu depuis 6 mois, moi je suis élu depuis le mois de juin, que beaucoup de projets de loi nous ont été soumis dans beaucoup de domaines, sur beaucoup de sujets. On délibère, on prend des décisions. Donc voilà, je pense que
quand on veut accélérer de rythme, c'est aussi une manière de vouloir couper court au débat, à la discussion et à la possibilité de faire émerger d'autres solutions que celles qui sont proposées par l'exécutif. Merci Pierre Dharréville. On a entendu votre demande réitérée de référendum sur cette réforme de la Constitution. Merci à vous, Ludovic, pour cette nouvelle réaction. Hervé Marseille, dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous allez combattre justement cette réforme proposée par l'exécutif? Je parlais d'un durcissement qui semble s'opérer, notamment au sein des députés de droite contre cette réforme, voulant un peu profiter peut-être d'un affaiblissement de l'exécutif en pleine grève de la SNCF. Non, nous avons toujours dit que nous souhaitions le dialogue et que nous souhaitions le bon aboutissement de la réforme. C'est au Parlement que ça doit se faire. D'ailleurs, j'entendais notre collègue de l'Assemblée nationale qui appelait de ses voeux un référendum. Mais on ne peut pas faire un référendum pour n'importe quoi. Et d'ailleurs, il suffit de lire la Constitution. Je veux dire, et le Parlement, c'est le lieu où doit être débattue justement cette réforme. Si on devait faire un référendum, si le président choisissait cette voie, ça serait sur la base de l'article 11 et uniquement sur la partie qui concerne le nombre de parlementaires et voir... il n'a même pas besoin du référendum, une loi simple, il suffit d'une loi simple pour aller devant le Sénat et l'Assemblée nationale pour le mode de scrutin. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi. Et je trouve que c'est au Parlement que ça doit se faire, c'est ainsi que le veut la Constitution. Moi je suis confiant dans le bon aboutissement de cette réforme, même si... D'autant que l'exécutif se donne plus de temps, il prévoit l'aboutissement de cette réforme pour 2019. Ah bah, il ne pourra pas. Bien sûr, il y aura du dialogue. Il y a une base. On va discuter, oui. Il y a une base et donc on va pouvoir discuter. J'espère que au terme de cette discussion, on pourra aboutir à un texte qui sera largement partagé. Pardon de dire pourquoi est-ce que le gouvernement se donne du temps, c'est que malheureusement pour lui, il y est contraint. Une réforme constitutionnelle n'a pas de nombre de navettes. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale et le Sénat doivent avoir une majorité sur un texte pour que ce texte soit ensuite envoyé au Congrès. Si vous voulez la majorité dans chacune des deux assemblées, il faut faire des concessions et des compromis, et il faut discuter, parce que si vous ne discutez pas, comme la majorité n'est pas identique dans les deux assemblées, vous avez un problème. 2019, ça laisse du temps au Parlement, c'est une mesure de sagesse, François Patriat? D'abord, dans la Ve République, tout dépend quand même du président de la République. C'est la logique des institutions, c'était celle que le général de Gaulle a voulu, qui a été contestée, mais qu'ensuite les présidents successifs ont su endosser les uns après les autres. En second lieu, la volonté d'aller jusqu'en 2019, on entend bien, il y a le calendrier parlementaire qu'évoquait à l'instant Roger Karoutchi, il a raison. Mais ça prouve que le gouvernement, à mon avis, souhaite arriver à un accord et à un vote par le Congrès ou par le Parlement, plutôt que de privilégier la voie référendaire, qui peut être une voie qui à la fois crée des difficultés, des risques par ailleurs, et qui n'est pas celle qu'a retenue apparemment le chef de l'État. J'ai écouté à l'instant parlementaire de Marseille, en disant c'est une proposition qui survient comme ça. Non. Pendant la campagne électorale, j'étais bien placé pour le savoir, le chef de l'État a dit qu'il ferait une réforme constitutionnelle et qu'elle passerait par la diminution d'un nombre de parlementaires. Alors, au lieu d'écouter la voix du parti de la Nouvelle Gauche, je crois que notre honorable parlementaire devrait écouter la voix du peuple. Or, aujourd'hui, la voix du peuple, elle demande, aujourd'hui, elle souhaite, en tout cas, elle plébiscite la diminution du nombre de parlementaires que tous les grands candidats à l'élection présidentielle avaient repris. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est la voie de la sagesse, c'est une vraie concertation. Tout cela aura duré pratiquement un an et demi. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un passage en force, il y a un passage Avant de vous donner la normal, parole, Éric Kerrouche, on continue les réactions avec vous, Saveria Rojac. Vous êtes à côté du sénateur socialiste de la Haute-Saône, Jérôme Durain. Absolument. Bonjour, Jérôme Durain. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Édouard Philippe, le gouvernement qui vient à l'instant, bien sûr, de rendre ces arbitrages. Votre réaction, est-ce que cette réforme, vous la soutenez, vous la voterez ? Écoutez, finalement, pas de grosse surprise. Il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de Big Bang. Alors on s'attendait effectivement à quelque chose de fort sur le non-cumul. Donc les 3 mandats ont été annoncés. Le seuil a été relevé à 9000 habitants. On a une diminution du nombre de parlementaires. Très bien, c'était sur la table. Est-ce que ça va faire revenir les Français aux urnes? Est-ce qu'en disant « vous aviez raison », il y a trop de parlementaires, ils ne travaillent pas assez, on va comprimer tout ça, ça va améliorer le travail de la loi? Est-ce que ça va donner plus de moyens au Parlement? Moi, je n'ai pas le sentiment que tout ça justifie que pendant 1 an et demi, jusqu'en 2019, on parle de ces sujets. Tout ça pour ça, le droit d'amendement, finalement. Il n'est pas clarifié. Il demeure une espèce de flou. Il sera limité, c'est ce qu'a dit. Voilà. On est bien avancé. Donc, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup de bruit. Sinon pour rien, en tout cas, ça n'améliore pas le travail parlementaire. Ça ne résout pas la question
de l'équilibre entre l'exécutif et le Parlement. Est-ce que ça améliore la place des citoyens dans la Constitution et dans notre vie démocratique? Je ne suis pas sûr. Améliorer le travail parlementaire, améliorer la fabrique de la loi, c'est néanmoins ce que veut faire, c'est l'esprit de cette réforme qu'a annoncé Édouard Philippe, en disant justement plus d'efficacité lors de l'examen, plus de rapidité, comme au Sénat. Les réformes au Sénat vont être appliquées à l'Assemblée. Oui, vous trouvez que la rapidité, c'est forcément bon? Là, on était tout à l'heure en train de préparer un texte, une PPL sur le secret des affaires. Ça va très très vite. On n'a pas le temps de faire les auditions. Tout ça arrive un peu par la bande. Vous pensez que la rapidité, c'est un gage de bon travail parlementaire? Je ne suis pas sûr. Donc en somme, pour vous, cette réforme n'est pas nécessaire? Elle répond à un poujadisme ambiant, un anti-parlementarisme ambiant, à une volonté du pouvoir exécutif de conforter sa place. Depuis le début du quinquennat, les contre-pouvoirs sont plutôt éteints, ou en tout cas contraints. Voilà, donc on va juger sur pièce, on va attendre que le flou se dissipe, d'en savoir plus, mais je trouve que c'est beaucoup de bruit pour finalement un travail parlementaire qui ne sera pas nécessairement amélioré. Très bien, merci Jérôme Durin, merci pour cette réaction, merci beaucoup. Merci Saveria. Direction à présent la salle des 4 colonnes où Ludovic Faux nous attend, journaliste pour LCP Assemblée nationale. À vos côtés, le député LR de la Manche, Philippe Gosselin. Oui, Philippe Gosselin, on attendait notamment le chiffre retenu par l'exécutif concernant la proportionnelle pour l'élection des députés. Ce sera 15%, avec une réduction du nombre de parlementaires, lui, de 30%. Est-ce que ça vous paraît acceptable? Écoutez, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup parce que 15% sur 404, ça fait en gros 340 députés seulement, ai-je envie de dire, qui seront élus dans les territoires. Si on regarde ce qui existe aujourd'hui, ça veut dire la disparition d'un député sur 2. Ça veut dire aussi que dans les territoires les plus ruraux, on aura un député vraiment des champs, qui aura des milliers de kilomètres à parcourir pour voir ses électeurs, ou ses concitoyens qui devront faire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour pouvoir le rencontrer. Et donc, c'est pas la proximité, c'est pas ainsi que nous entendons l'exercice du mandat, même s'il s'agit bien sûr d'un mandat national. Et puis, on va introduire aussi un distinguo entre ceux qui travailleront leur terrain, leur circonscription, qui seront en phase, encore une fois, avec leurs concitoyens, et puis les apparatchiks qui auront la chance d'être élus parce qu'ils sont apparatchiks sur une liste régionale ou nationale, on ne sait pas encore très bien, et qui auront le doigt sur la couture, prêts à défendre les positions de leur parti, point barre. D'ailleurs, quel que soit le parti. Donc, c'est pas comme ça que nous voyons la Ve République, et puis surtout, ce n'est pas comme ça que nous voyons l'exercice d'un mandat en lien avec le territoire, même si c'est un mandat qui est bien national pour faire la loi. Ça veut dire que vous excluez aujourd'hui de voter cette réforme, quoi qu'il en soit? Écoutez, on va voir très précisément, parce qu'en réalité, il y a 3 étages à la fusée. Mais moi, je ne vois pas très bien si on fait un paquet global, loi ordinaire, loi organique et réforme de la Constitution. Je ne vois pas comment on pourrait voter l'un si on ne vote pas l'autre. Donc, c'est un tout. Si on est cohérent, on refuse de voter le tout, à moins qu'on fasse à la découpe. On va voir un peu, vous savez, on parle de proportionnel. Reste à voir si on est dans un cadre local ou national, si c'est à la plus forte moyenne, au plus fort reste. Tout ça, c'est du raffinement qui peut paraître très théorique, mais en réalité, ça change réellement les choses. Maintenant, on n'a pas non plus toutes les réponses sur le cumul des mandats dans le temps. On sait que les exécutifs de plus de 9000 habitants seraient concernés, mais pas en dessous. Comment on fait le point de départ? Enfin, vous voyez qu'à ce stade, il y a encore beaucoup de flou, mais à vrai dire, tout ça n'augure pas réellement de bonnes choses, et je trouve que l'Assemblée nationale, les députés plus que les sénateurs, vont payer les pots cassés. Merci Philippe Gosselin, député Les Républicains, pour cette première réaction. Merci à vous Ludovic, journaliste pour LCP Assemblée nationale. Un mot de conclusion, parce que je sais que vous devez partir, François Patria. Édouard Philippe a également insisté sur cet équilibre des institutions. Le gouvernement gouverne, le Parlement légifère et contrôle. Visiblement, cet avis n'est pas partagé par vos collègues sénateurs sur ce plateau. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, pas évoquer, sur la réforme de 2008 et la période de contrôle et de niche. Moi, je trouve, je suis assidu au Sénat, que dans les périodes de contrôle et de niche, on perd pas mal de temps malgré tout, avec des séances de questions autour de choses. Et quand on voit que la semaine dernière, on a passé 2 jours, 3 jours sur la réforme ferroviaire, alors qu'on est en plein débat, on est même en plein vraiment débat national, et qu'il va y avoir le texte de loi qui va venir, on aurait pu s'économiser ça. Oui, je trouve que... Il n'y a pas eu d'accord effectivement sur le gouvernement et le Sénat sur ce texte. Je trouve qu'on pourrait encore gagner du temps, on en gagne avec le budget aujourd'hui, c'est une bonne chose. On pourrait aujourd'hui, dans le rééquilibrage, je ne vois pas d'affaiblissement du Parlement dans le fait qu'il y ait un nombre de parlementaires un peu inférieur.
J'y vois un renforcement des moyens, une volonté de mieux légiférer, de mieux faire la loi. La fabrique de la loi sera meilleure et en fin de compte, un équilibre des pouvoirs respecté. Merci François Patriat, je vous libère. Éric Kerrouche, sur cet équilibre justement des pouvoirs entre Parlement et gouvernement. Il y a une petite chose qui a été dite par François Patriat sur laquelle je voudrais revenir, c'est le fait que le président de la République avait un programme et que donc il ne fait qu'appliquer son programme. Mais je crois qu'il y a une confusion ici parce que on fait comme si cette élection s'était passée comme toutes les autres et comme si le deuxième tour de la présidentielle avait donné un blanc-seing au programme d'Emmanuel Macron. Et en fait, faut aussi se souvenir qu'il a été élu contre. Et aussi un peu par défaut, par défense aussi des principes républicains. Et en ce sens, on ne peut pas dire qu'il y a eu un blanc-seing autour de l'ensemble des réformes. Après, sur l'équilibre des institutions en tant que telles, moi je ne vois pas du tout, et ça a été dit un petit peu par tous, je ne vois pas du tout où est le renforcement des institutions et surtout singulièrement, comment on fait pour donner plus de pouvoir et faire en sorte que le Parlement soit plus efficace. Je ne le vois pas, encore une fois, dans cette réforme, alors qu'on sait que c'est le talon d'Achille de la Ve République et que c'est ce qu'il faudrait renforcer. Je ne crois pas qu'il faille avoir peur du Parlement, parce qu'avoir peur du Parlement, c'est aussi donner plus de pouvoir à la technocratie. Ce matin, on était en commission des lois et puis on apprend qu'un fonctionnaire de Bercy n'a pas daigné se rendre simplement aux convocations de la commission des lois parce que manifestement, il n'avait pas le temps. Je crois qu'il faut aussi respecter la représentation parlementaire et je pense qu'il ne faut pas, en l'affaiblissant, donner plus de pouvoir à une technocratie qui en a déjà beaucoup en France, me semble-t-il. Roger Karoutchi, est-ce que vous pensez que la droite sénatoriale ici pourrait voter ces 3 projets de loi distincts? On entendait Philippe Gosselin plutôt partagé sur cette question. Oui, en l'état actuel, je ne vois pas la droite sénatoriale voter. Il faut qu'il y ait encore des débats, encore des discussions, que le gouvernement probablement lâche un peu de l'est sur le pouvoir d'amendement, sur ce dispositif qui m'inquiète ou sur un certain nombre d'éléments. C'est pas uniquement sur la réduction du nombre de parlementaires, parce que quel que soit le nombre de parlementaires, est-ce que le Sénat ou l'Assemblée... Ça veut dire que finalement vous seriez prêt à accepter 30%? Non, parce que la réalité, c'est pour moi l'équilibre entre les zones rurales et les zones urbaines. Autant je souhaite que les zones rurales soient représentées, autant je ne veux pas que nos malheureux urbains, par exemple d'Île-de-France, sur le coup, soient complètement dessaisis. Donc il faut trouver un équilibre. Mais moi, je pense réellement que l'erreur du gouvernement, pour le moment, elle n'est pas sur les éléments de rationalisation du travail. Elle est sur quelle est la conception du gouvernement de sa relation avec le Parlement. Comment est-ce que l'exécutif voit l'équilibre des pouvoirs de la Ve République. Et là-dessus, tant qu'on n'a pas une réponse claire qui dit les deux jambes, l'exécutif a sa part, mais ne empiète pas sur le législatif, on est dans quelque chose qui est un peu contraint. Hervé Marseille, on a entendu Édouard Philippe penser que la construction d'un accord était possible après toutes les consultations menées par Matignon. C'est effectivement le sentiment que vous pourriez avoir ce soir aussi? Oui, on l'a dit, il y a beaucoup de sujets, notamment constitutionnels, qui ne sont pas révolutionnaires et qui sont, j'allais dire, tout à fait dans le sens de ce que souhaitent les uns et les autres, dans l'efficacité du travail parlementaire et de la rénovation de la Constitution. Pour autant, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Par exemple, on a beaucoup parlé de la nécessité d'avoir un député, un sénateur par département. Ça, on n'en parle pas pour l'instant. Oui, mais avec ce ratio de 30%, on pourrait largement y arriver, Hervé Marseille. Oui, d'accord, ça veut non, mais pas du tout. Pas du tout, parce que vous pouvez faire des circonscriptions avec plusieurs départements. Si, il faut que ça soit clair. Je veux dire, il faut qu'il soit clair, que ça soit dans la Constitution, par exemple, qu'on dise qu'il y a un député, un sénateur par... Eh bien, merci Hervé Marseille. Merci Éric Kerrouche, merci à vous. Roger Karoutchi, fin de cette édition. Prochain rendez-vous à 18h30. Rebecca Fitoussi qui va largement revenir sur ces annonces d'Édouard Philippe. Très bonne soirée à tous et à demain. Merci.